Et bonjour, bienvenue dans On n'est pas filmé, l'émission critique cinéma de Station B. Au programme de cette émission, on va se faire un petit marathon ensemble, en commençant par le blockbuster qui signe le retour du réalisateur anglais Edgar Wright avec Running Man. Ensuite, on fera une escale avec le nouveau polar de Dominique Moll, Dossier 137. Et enfin, on terminera notre course par Le Prix du danger, le Running Man à la française, sorti en 1983. Je suis avec Joshua. Salut. Je suis aussi avec Seb. Bonjour. Et Lenny. Salut. Et on a Marion à la régie. Salut tout le monde. Et donc bienvenue dans On n'est pas filmé. Pauvre type, espèce de con, t'es vraiment rien qu'une merde. Mais avant de nous lancer dans les critiques qui vont être assez juteuses, je ne sais pas quelle analogie j'ai voulu faire, on va d'abord sur les actualités. On a pas mal d'événements qui arrivent et puisque évidemment il y a pas mal de choses au vu de l'année qui s'est passée, de films qui ont marqué, vous allez le voir, et donc on a pas mal de retours. Donc on va le voir avec la sélection AFCAE, Télérama, mais ça c'est à la fin. Tout d'abord les événements un petit peu cinéma qu'on peut avoir autour de Caen, Seb, puisque je crois qu'il y a plusieurs dates à noter. Il y a pas mal de dates, il y a de toute façon beaucoup d'actualités en novembre, hein, que ce soit au Luxe, au Café des Images, dans les autres salles effectivement de Cabieux, Cinénacre, etc. On peut citer le vendredi 28 novembre à 19h15 au Cinéma Luxe, la diffusion, un double programme autour de Bugonia de Yorgos Lanthimos, donc le nouveau film de Yorgos Lanthimos, de nouveau avec Emma Stone, de nouveau avec Jesse Plemons, qui est un remake d'un film coréen qui s'appelle Save the Green Planet, qui est très bien. Alors à voir effectivement ce que va en faire Yorgos Lanthimos. Le film sera couplé avec un autre film autour de la paranoïa, et autour comme ça des enquêtes un petit peu fumeuses, avec le film de David Robert Mitchell, Under the Silver Lake, sorti il y a quelques années avec Andrew Garfield, qui est un film que personnellement j'aime beaucoup. Eh bien, à noter pour vous qui regardez sur YouTube, puisque à la radio, évidemment, cet événement sera passé. Par contre, si jamais vous écoutez à la radio, demain, le 4 décembre, au Café des Images, il y a un petit événement. Ouais, la venue de Romane Boringer pour ce qui est, je crois, son premier long métrage vraiment toute seule. Elle avait déjà fait des films avec son compagnon Philippe Rebaud, mais là c'est vraiment toute seule, un film qui s'appelle Dis-lui que je l'aime. Donc l'adaptation d'un livre du même nom de Clémentine Autain qui fait le portrait de sa mère, l'actrice Dominique Laffin. Un film donc, voilà, qui se veut assez personnel pour l'actrice et maintenant réalisatrice Romane Boringer. Et un autre événement, alors là beaucoup plus gros, qui va rassembler le Café des Images et le Luxe, puisque c'est à l'Amphidore. C'est pas n'importe quel canet en plus qui va venir là cette fois-ci, c'est Orelsan pour son film Yoroi, je crois. Voilà, Orelsan il continue sa tournée cannaise des cinémas, puisque je crois qu'il a déjà fait Pâté UGC, ouais, il avait fait, il fait plusieurs séances. Maintenant l'Amphidore, donc dans une co-organisation Luxe Café des Images. Donc il viendra discuter ensuite du film avec les spectateurs, discuter avec les gens. Donc ça sera une très très belle soirée. Je pense que c'est une soirée, il faudra réserver, oui. Parce que ça va vite être plein. On sait tout l'engouement autour d'Orelsan à Caen. Tout à fait, sachant que donc c'est le samedi 6 décembre à 17h. N'hésitez pas à réserver vos places sur le site du Luxe ou du Café des Images. Le lundi 8 décembre, encore un événement au Café des Images. Ouais, un événement récurrent, puisque c'est la séance du mois de l'Université Interage. Donc il y a une sélection au Luxe, une sélection au Café. Donc c'est effectivement des films qui sont présentés, il y a un thème à chaque fois et il y a une intervention. Là c'est une intervention de Mira Parampala, qui donc viendra présenter César et Rosalie de Claude Sautet. Donc c'est une séance qui est assez tôt, hein, c'est 9h30 le matin, faut se lever, faut se chauffer, mais levez-vous comme mais dirait voilà, certains. non mais exactement, c'est l'occasion de pouvoir revoir ce genre de film aussi qui est pas forcément toujours très vu en salle. Diffusé, oui. Voilà, très diffusé. César et Rosalie, c'est vraiment un film qui a été diffusé, rediffusé, archi-diffusé à la télévision. Mais oui. En salle, c'est un petit peu plus rare. Tout à fait. Et il y a donc cet événement AFCAE, comme on a dit, avec la collaboration de Télérama, puisqu'il y a une sélection de beaucoup de films qui va arriver, donc de rattrapage, entre guillemets, qu'on pourra avoir de ces films qui ont marqué, évidemment, donc la sélection. On a beaucoup de films. Hein. Je crois que autour de la table, il y a pas mal de... Ouais, c'est donc, ça. 16 films, donc c'est une sélection, donc c'est en fait un festival qui est organisé par l'Association française des cinémas arts et essais avec Télérama, donc on appelle effectivement communément le festival Télérama, qui a lieu la 3e semaine de janvier.
Si vous êtes lecteur, acheteur de Télérama, vous avez des coupons à l'intérieur des numéros qui précèdent cette semaine-là, qui vous permet d'avoir des tarifs des places à tarif préférentiel. Et c'est une sélection donc, qui est, de 16 films là, cette année, c'est toujours 15-16 films, qui sont censés être les meilleurs films de l'année, en tout cas selon Télérama. C'est ça. Évidemment, il en faut un petit peu pour tous les goûts, il en faut un petit peu pour tout le monde. Donc vous pouvez retrouver cette sélection dans plein de cinémas, alors pas forcément toujours les 16 films, hein, mais je sais qu'à Cabieux, à Ouistreham, Cinénac, Radouvre, ils le font. Et à Caen, c'est un petit peu particulier puisque c'est on va dire en partage entre le Luxe et le Café des Images. Donc l'année dernière, en 2025, c'était au Luxe, en 2026, ça sera au Café des Images. Donc pour voir ou revoir certains films et pour profiter aussi parce qu'il y a quelques avant-premières et quelques événements qui accompagnent effectivement cette semaine, il faudra se tourner vers le Café des Images. Et donc au lieu de faire la liste entière de tous les films, dont toutes les reprises qui vont être diffusées lors de cet événement Télérama au Café des Images, on vous propose plutôt, donc chaque chroniqueur d'ici va présenter le film qu'il voulait revoir peut-être au cinéma ou redécouvrir ou vous représenter. Alors Lenny, toi, c'est un film qui est sorti au début de l'année. Oui, c'est The Brutalist de Bradley Corbett, qui fait partie de ces films qui, sans être un gros blockbuster, méritent mine de rien le grand écran pour les découvrir. C'est un film qui tourne autour de l'architecture, on a évidemment un peu parlé, un peu recité avec L'Inconnu de la Grande Arche, mais c'est un film qui va parfois prendre son temps, peut laisser évidemment certains spectateurs de côté, mais qui, à mon sens, mérite véritablement de prendre le temps d'aller y découvrir. Et là, ça peut être l'occasion de redécouvrir un plutôt bon film. De 3 heures, qui avait eu un entracte à l'époque et qui était d'ailleurs un certain événement. Je ne sais pas si les gens vont le refaire, ça le coup de l'entracte. Je sais pas, oui. Je serais curieux. Je serais curieux aussi de voir si jamais c'est diffusé, évidemment, dans les salles. Pour l'instant, c'est pas encore tout à fait clair. Joshua, c'est aussi un film de début d'année que tu voulais présenter, donc c'est Mémoire d'un escargot plutôt. Oui, film d'animation en volume, si vous voulez, un peu comme à la Wallace et Gromit à pâte à modeler, qui est passé bien trop inaperçu. C'est un film de Sam Elliott qui nous avait fait il y a une quinzaine d'années Marie et Max. Pour ceux qui l'ont vu, c'est un film magnifique, rempli d'humanité, bouleversant. Et là, il remet le couvert. Bon, c'est des films, on va dire, d'animation, mais plutôt pour un public adulte. On rigole, on est triste, c'est une belle page de vie. Et je vous le recommande vivement s'il passe près de chez vous, car c'est un film qui est vraiment passé sous les radars et qui est quand même, à mes yeux, un des meilleurs films qui est sorti cette année. Bon, à rattraper, évidemment. Et Seb, toi, c'est un film, je sais pas s'il est encore sorti. Alors, le film n'est pas sorti. Moi, c'est le seul film, effectivement, qui n'est pas sorti de la C'est sélection. ça. C'est L'Agent secret de Kleber Mendoza Filho. Je vous ferai pas le titre en portugais, je vous rassure. qui était à Cannes l'année dernière, qui est une histoire d'enquête sur fond de dictature brésilienne de l'époque, avec un Wagner Moura qui est vraiment dans un très très beau rôle. Je trouve que c'est un cinéaste très très intéressant, Kleber Mendoza Filho, et c'est vraiment peut-être son meilleur film. Et voilà, donc c'est vraiment l'occasion et de vous découvrir à sa sortie dès mi-décembre, ou de le découvrir un petit peu plus tard si vous n'avez pas eu le temps. Si vous avez préféré manger du foie gras, le découvrir un petit peu plus tard. L'analogie est faite. Avec ce festival Télérama. Eh bien écoutez, merci bien. Moi c'était Partir un jour parce qu'on l'avait déjà présenté dans cette émission et qu'on avait plutôt apprécié que dans le côté un peu pop on va dire, de voir un film français, même si évidemment on reste quand même sur une comédie dramatique dans l'ensemble, c'est toujours bienvenu. Il y avait eu même un événement à l'Amphidor avec ce côté karaoké que le Café des Images avait proposé. Je trouve que c'est tout à fait ce genre de film avec donc des reprises qui sont faites par les acteurs dans le film, avec toute une histoire sur une femme qui revient donc sur sa terre natale pour renouer ou alors au contraire partir véritablement vers un autre chemin. Voilà, donc c'est Partir un jour d'Amélie Bonin, une liste de films qu'on va certainement vous représenter par la suite, mais que vous pouvez déjà noter. Et donc, enfin, voici le retour du réalisateur anglais bien aimé Edgar Wright. Après avoir proposé son trip horrifique avec Last Night in Soho, le fameux réalisateur de la trilogie Cornetto revient avec un projet qui lui tient à cœur,
Running Man. On va le critiquer ici. C'est une adaptation américaine du fameux roman de Stephen King qui avait déjà été adapté dans les années 80 avec Arnold Schwarzenegger, un roman au fort potentiel puisqu'on peut y suivre un candidat de jeu télévisé assez péchu, puisque le but c'est de survivre à une traque de 30 jours pour gagner 1 milliard de nouveaux dollars. Alors la traque n'est évidemment pas de tout repos, entre des tueurs à gages spécialisés pour les missions et les gangs qui pourchassent la vedette en espérant pouvoir rafler le pactole, eux aussi, la traque est plutôt mouvementée pour ce protagoniste qui est dans un univers dystopique, puisque le Running Man va explorer les quartiers de cette Amérique ultra-violente, offrant au roman de Stephen King un propos assez militant. Un remake qui peut sembler donc plus que d'actualité, et un retour notable pour Edgar Wright qui est plutôt apprécié ici, qu'on a déjà spécifié en effet avec Last Night in Soho, et on apprécie évidemment encore une fois sa trilogie du Cornetto. On avait fait aussi Baby Driver qu'on avait présenté un petit peu avec Last Night in Soho en analyse, qu'on vous laisse redécouvrir. Alors ce retour du coup, un peu du maître du montage, est-ce que il est notable? Alors Seb, pour toi, Edgar Wright a-t-il réussi, on va dire, dans un sens, à marquer le coup encore une fois? Moi je dirais plutôt oui, dans le sens où le film, moi je trouve que c'est un bon divertissement, c'est très très bien mené. Edgar Wright, il n'y a pas de problème, il sait filmer l'action, il sait mettre du rythme dans son film. Là-dessus, effectivement, il n'y a pas de problème. En plus, il bénéficie du fait que, aujourd'hui, Running Man, c'est quand même au-dessus de la mêlée en termes de filmmaking, de ce type de film de blockbuster, parce que les blockbusters américains, on est quand même devenu quelque chose d'assez faiblard. Après, moi, sur le film en lui-même, j'ai du mal quand même à retrouver la patte Edgar Wright. Elle n'est pas totalement là pour toi? Elle n'est pas totalement là. Je pense que d'ailleurs, c'est même intégré au projet, en fait. Je pense que la vraie star du projet, c'est Stephen King. C'est avant tout une adaptation de Stephen King, avant d'être un film d'Edgar Wright ou un film avec Glenn Powell. Dans le sens où c'est une adaptation assez littérale du roman. Exactement. Donc, effectivement, de fait, et je trouve que ça se sent dans le film, où parfois, le film part un peu dans tous les sens. On sent que lui, il a envie d'aller... il essaye d'emmener le film d'un côté, et puis ça résiste, entre guillemets, un petit peu. C'est un film de studio, il faut pas le cacher. Mais effectivement, je pense qu'aujourd'hui, je pense que c'est compliqué. Effectivement, Stephen King est devenu une superstar. Dans les années 70, début des années 80, c'était plus facile. Effectivement, on se souvient de Shining, que Stephen King déteste, mais qui prenait des libertés gigantesques avec le roman. Aujourd'hui, je pense que c'est difficile, effectivement, de prendre véritablement des libertés avec l'œuvre de King dès le départ. Et effectivement, le fait est que, même si je boude pas mon plaisir devant le film, je me dis pas c'est un grand film d'Edgar Wright. En revenant plus tard justement sur ces spécificités, on va avoir une section un peu plus spoiler, puisqu'il y a des choses à noter qui sont assez intéressantes justement à débattre. Toi Lenny, tu trouvais que c'était aussi un bon divertissement dans l'ensemble, que tu voulais d'ailleurs notifier, puisque c'est vrai que c'est avant tout un divertissement tel que ça l'est présenté, comme l'a dit Seb. Oui, c'est un très bon divertissement. Pour moi, ça marche je vais pas dire de A à Z, parce que j'ai quand même évidemment des reproches à faire au film, mais surtout que c'est un film qui est très personnel, visiblement, pour Edgar Wright. Ça fait partie des adaptations qu'il avait déjà citées, je crois, autour de 2017, qu'il aurait aimé faire. Si je ne m'abuse, il a eu la possibilité de tourner en Angleterre, à différents endroits. Pour un film américain, c'est une sorte d'audace, entre guillemets, ou plutôt quelque chose de vouloir ancrer son propos toujours, évidemment, dans l'Angleterre, puisque ça reste un réalisateur anglais. Absolument. Alors, sur le côté montage, je vois là-dessus, le fait est que sa mise en scène n'est pas forcément aussi péchue que ce qu'on a pu avoir l'habitude de voir, surtout dans la trilogie Cornetto. Personnellement, j'aurais tendance à trouver que depuis Baby Driver, de toute façon c'était déjà quelque chose qu'on avait évoqué autour de Last Night in Soho, il y a eu pour moi un switch au niveau de sa mise en scène. C'est pas forcément un réalisateur qui va avoir très souvent des propos, une véritable vision à vous présenter. C'est plus quelqu'un qui va être dans quelque chose de cool, de divertissant et de pop. De très pop, souvent rythmé avec la musique, qui marche très bien, ce genre de choses. Là, ça fonctionne, mais surtout, pour moi, ce qui est le plus surprenant, c'est justement de le voir dans un registre assez politisé, mine de rien. Parce que du coup, on est dans une situation de dystopie, donc c'est aujourd'hui devenu un peu classique. Mais le film, pour moi, va forcément avoir une critique sur le rapport à l'image, sur un peu le côté faux semblant d'énormément de choses. Et du coup, pour moi, le côté Running Man, aujourd'hui, alors que quand on annonce le projet, on peut se dire c'est une envie de faire un remake comme
il y en a 200, c'est une nouvelle adaptation de King, parce que ça marche vaguement ou quoi que ce soit. Mais là, à l'heure actuelle, pour moi, c'est justement un côté pertinent, parce que, sans trop rentrer dans les détails, le jeu des images, forcément avec toute la télévision, pour moi, ce côté faux semblant, est intéressant, parce qu'à l'heure actuelle, on sait très bien, notamment avec l'arrivée des IA et de tout le reste, c'est une forme de pertinence, et c'est presque, j'ai envie de dire, prévenir les gens, quitte à leur crier dessus, parce que c'est un film qui est très énervé, à ce de faites attention, c'est en train d'arriver et vous êtes peut-être pas prêts. En effet, tu le précises, donc c'est une dystopie qui va se concentrer sur l'hypermédiatisation des images. C'est pour ça qu'on arrive très vite à en faire un parallèle avec ce qui se passe dans notre société. C'était déjà le cas dans les années 80 avec aussi donc le film qui s'inspire évidemment avec Arnold Schwarzenegger. Ça reste toujours d'actualité, cette médiatisation de l'image, cette manipulation du propos, cette politisation aussi d'un individu face à la foule. Qu'on met un peu comme un mouton noir, hein. C'est un peu ça, hein. C'est le mouton noir parmi la meute, qui peut paraître intéressant, mais est-ce que ça en fait pour vous un remake utile si on se dit aussi que quelque part ce propos était déjà d'actualité à l'époque? Moi, je le trouve parfois un peu flou. C'est-à-dire que je vois bien le côté énervé, revendicatif. Moi, j'ai tendance à penser qu'Edgar Wright, c'était surtout un cinéma, on parlait de cool, etc., mais un cinéma très adolescent. On a l'impression qu'il fait un petit peu sa rébellion d'adolescent avec ce film. Il y a un peu de ça, en fait. Le film, il est très rentre-dedans, très vénère. Après, il va aussi dans tous les sens. Effectivement, y compris d'un point de vue de narration, on passe effectivement d'un côté, on pense qu'on va, effectivement, que le personnage principal va basculer avec une forme de résistance ou d'opposants altermondialistes, etc. Alors oui, un petit peu, mais ensuite non. On pense que effectivement, ça va être un truc sur le fait de se fondre dans la masse avec le départ où il commence à beaucoup se maquiller, se changer, se déguiser. À jouer d'autres personnages. Et puis en fait, non. Et effectivement, j'avoue que je sais pas exactement ce que veut dire véritablement Edgar Wright, en fait. Je sais pas si j'ai du mal à... Et on va parler de la fin à un moment donné, mais moi je trouve la fin très... en fait, je sais pas si elle est maladroite ou follement intelligente, mais moi, par rapport à une rétrospective, on va dire, du film qu'on peut avoir par rapport à cette fin. En fait, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs fins. Oui. Donc, je sais pas si c'est une façon d'ouvrir la porte et finalement de ménager la chèvre et le chou et de se dire faut plaire à tout le monde. Faut plaire à tout le monde, et il y a une partie qui est imposée par le studio parce qu'il faut un happy ending, etc. Ou si c'est une façon effectivement d'intégrer jusque dans la fin l'idée d'un doute sur la viabilité du récit, parce qu'effectivement tout le récit est d'une certaine manière piloté par le personnage notamment de Josh Brolin à l'aide de deepfake, de manipulation, d'effets spéciaux, etc. Donc en gros, effectivement, est-ce que ce qu'on a vu c'est que du... J'ai l'impression qu'effectivement, il y a presque un côté, la fin, c'est le studio ou Big Data ou la grande corporation, peu importe comment on l'appelle, mais qui reprend la main. Personnellement, moi, il y a un élément qui n'est pas par rapport à la fin là-dessus, sur lequel j'ai peut-être une vision qui est peut-être pas forcément la bonne, hein, mais sur le côté très adolescent, personnellement, j'ai l'impression que véritablement, on peut faire un parallèle, entre guillemets, entre tout simplement Edgar Wright et le personnage principal, dans le sens où il a eu véritablement ce côté de... Il s'est fait avoir par les studios. C'est pas une nouvelle, c'est pas quelque chose qu'on sort de nulle part. Je veux dire, il y a eu tout un processus de création qu'il a eu, même de tournage, si je ne m'abuse, du film Ant-Man, premier du nom, avec Disney. Sauf que, visiblement, les studios lui ont fait à l'envers. Et on sait qu'à cette période-là, c'est quelque chose qu'il a visiblement très très mal vécu. Son film, après, a été refilé à un autre réalisateur qui a retourné, du coup, des séquences pour avoir le bon nom dessus. Mais je pense que ce côté de la grande corporation qui va vous la mettre à l'envers, peu importe ce que vous faites ou quoi que ce soit, pour moi c'est quelque chose justement dans lequel il se retrouve. Alors certes, de fait, je vois ce que tu veux dire sur le côté adolescent, sur le côté peut-être un peu maladroit, malgré tout, c'est quand même un film qui reste un blockbuster, on peut se le dire, je sais pas de combien est le budget. Il est plus de 100 millions, ça c'est ce qu'on avait vu. Voilà, donc ça reste encore une fois un blockbuster. Mais c'est quand même, encore une fois, assez courageux. Je crois que c'est déjà quelque chose qu'on avait évoqué forcément avec d'autres films, parce que c'est forcément le côté très politisé en ce moment. Mais d'avoir un film qui nous propose une telle opposition, certes, évidemment, c'était déjà dans le bouquin, c'est le côté remake, quoi que ce soit, mais quelque chose qui soit
autant véhément envers une société actuelle. Envers Et les médias qui pourraient représenter une sorte d'Amérique trumpiste, entre guillemets, puisque bon, Trump est avant tout une image, on va dire, et utilise d'abord l'image. Et d'ailleurs, en plus, référence à l'IA et au deepfake qu'il utilise beaucoup. Donc c'est vrai qu'on peut trouver ça déjà audacieux, même si c'est déjà un propos qui est encore une fois universel. Ouais, mais là-dessus, effectivement, je vois bien, et effectivement, on peut aussi, je suis assez d'accord, dire, oui, c'est un film de studio, ça peut pas être un tract politique, mais par exemple, si on prend un film qui est sorti au début de l'année, qui est Mickey 17, je trouve qu'il a un peu les mêmes défauts. C'est-à-dire, effectivement, on sent qu'on a pris un auteur, ça devient, on peut se demander si c'est pas une formule d'ailleurs, bon, plutôt une formule qui marche pas, parce que les deux films ont été plutôt des échecs, mais effectivement, de prendre un auteur, un discours politique qu'on va un petit peu tempérer ou qu'on va rendre un peu moins lisible. Et effectivement, un film qu'on va rendre un peu, entre guillemets... qu'on va édulcorer un petit voilà, peu. Qu'on va lisser le plus possible pour rendre ça limite voilà. attrayant sans être vraiment révolutionnaire. Et ouais, un petit peu, ouais. Je pense qu'il y a un peu de ça, en fait. Et le cas, même si... Voilà, le cas l'un et l'autre, je sais pas si Edgar Wright, quel a été son degré de main libre sur le final cut, sur le tournage, sur les réécritures, etc. Comme on ne sait pas exactement Bong Joon-ho, il dit finalement j'ai fait ce que j'ai vu, ce que j'ai voulu, et en fait il semblerait que peut-être pas tant que ça. Pas tant que ça, oui. Mais effectivement, je pense qu'il y a un truc par là, un parallèle à faire sur ce truc-là, effectivement, sur ces films et sur ces scénarios presque, qui se veulent comme ça assez revendicatifs, assez politiques, assez rentre-dedans, et qui finalement qu'on fait passer plus facilement parce que c'est des auteurs qui sont derrière, et finalement on se rend compte que ça passe moyennement quand même. Et pour finir un petit peu sur ce film, il faut le noter aussi, ça a été très mis en avant par rapport à la communication. C'est Glenn Powell qui avait déjà fait des blockbusters auparavant. Il avait fait Top Gun Maverick et Twister. Et là, donc, il a été un peu starifié, on va dire, par le studio et par le film. Et il y a un propos un petit peu dessus, hein, on peut le remarquer déjà par rapport à ce jeu, donc sur les personnages, qui peut rappeler le film de Linklater, Hitman, puisque pareil que dans Hitman, il va jouer donc plusieurs personnages différents d'une société. Donc là, dans le film, il va jouer un prêtre, il va jouer donc un vétéran assez abîmé. Et dans Hitman de Linklater, voilà, il jouait aussi plusieurs personnages pour essayer de se fondre un peu, de s'infiltrer dans une enquête, on va dire, dans une enquête polar. Bon là, évidemment, c'est pour autre chose. Donc il y a un peu cette métaphore qui a été refaite encore de Glenn Powell, qu'on essaye un peu de mettre sur tous les plans, de montrer que vraiment il peut faire beaucoup de choses avec cette panoplie. Pareil, Glenn Powell dans le film, on le voit, il va se confronter à du Schwarzenegger, il va se confronter à des fois on a des références à du Rambo, on a des références à du Bruce Willis. On sent vraiment qu'on veut le comparer à tous ces stars d'action qu'on a eu dans les années 80-90. Est-ce que là, ça fonctionne avec Glenn Powell pour vous? Est-ce que ça peut être une nouvelle star de film d'action? Alors, une nouvelle star de film d'action, je sais pas, parce que pour l'instant, effectivement, ces films sont pas des gros succès. Sur le Running Man, j'ai envie de dire oui et non. Moi, je crois pas du tout à Glenn Powell, col bleu, du fin fond de la banlieue, de je sais plus quelle ville où il est. Par contre, effectivement, ce côté hyper passe-partout, où on peut y coller presque n'importe quel personnage, moi j'y crois plutôt en fait. Une fois qu'on a passé ça, ce truc de dire oui en fait c'est le pauvre ouvrier qui s'est fait mettre dehors, etc. Effectivement il est trop beau, trop propre, trop en bonne santé pour que ça passe. Mais par une fois rapport au décor qu'il a, par rapport à l'appartement sale, par rapport à la situation familiale qu'il a. Ouais, c'est ça. Mais par contre, effectivement, à partir du moment globalement où le jeu commence, moi, Glenn Powell, je trouve plutôt, je trouve plutôt convaincant et plutôt efficace. Dans les trucs. Ouais. Et Lenny? Perso, moi, ce qui me convainc le plus, c'est vraiment les moments purement énervés. C'est ça pour moi qui m'a surpris. Un trait de caractère d'ailleurs du personnage très mis en avant. Ouais, ça, qui soit impulsif. C'est quelque chose qu'on voit dans la bande-annonce qui personnellement m'avait surpris. C'est-à-dire, montrer ça déjà sans qu'on ait trop de contexte, ça peut peut-être être un peu repoussoir. Je sais pas si le public va forcément s'attacher. Bon, forcément, le film faisant, on comprend tout ce qui peut amener à ce genre de comportement. Mais c'était assez intéressant, très surprenant. Certes, du coup, la côté première partie de sa gamine est malade, du coup il fait ça pour la sauver.
C'est sans les violons. bateau, mais c'est parce qu'on veut rentrer directement dans le film. Mais voilà, c'est-à-dire que c'est un élément pour moi qui est presque de surface, mais le film aura tendance à dissimuler. Alors, il va les réutiliser plus tard, mais le côté bon gars, le côté il essayait juste d'aider des amis, c'était quoi? Il s'était fait blacklister parce que je crois qu'il avait aidé. Des collègues. Il a aidé des collègues, il a dénoncé certaines pratiques pour protéger ses collègues et c'est lui qui a mangé pour les autres. C'est ça, et du coup, Et j'ai aussi, au début du film, on apprend qu'il a un peu fricoté avec un syndicat, Voilà, avec qu'il un fallait syndicat. pas. avec un syndicat, c'était ça que je voulais évoquer parce que forcément le côté cinéma, mine de rien, le syndicat c'est un peu important. Hein. Oui. On se doute que dans les prochaines années, avec Pas que, comme on l'a vu aussi dans le jeu vidéo, c'est vraiment, encore une fois, même dans les entreprises en général américaines, c'est toujours limite le point noir dans mais- les entreprises, quoi. c'est une force de frappe, mine de rien, qui est très importante. Et du coup, pour moi, ça me le rend assez sympathique. Et le film aura l'intelligence de justement, pour moi, mesurer du coup son personnage. C'est quelqu'un qui peut être énervé, mais fondamentalement, c'est pas quelqu'un de mauvais. Oui, c'est ça. C'est qu'on représente déjà son bon fond, entre guillemets, que plus en réalité des erreurs de vie qu'il aurait pu faire. Tout à fait. Eh bien, écoutez, c'est un film que vous avez bien présenté, je pense, comme vous l'avez pu évidemment l'entendre. Un Running Man, c'est à découvrir, puisque c'est Edgar Wright, évidemment, que le film reste toujours un bon divertissement, qu'il aura ses limites, évidemment, hein, sur son côté militantisme, qui est plus ou moins convaincant, avec aussi son propos sur l'hypermédiatisation, qui peut un peu rappeler les anciens films, et comme on va le voir tout à l'heure aussi, Le Prix du danger. Donc n'hésitez pas à écouter tout à l'heure pourquoi on va en venir à là. Évidemment, à découvrir aussi peut-être pour Glenn Powell. Ce soir, j'ai préparé des paupiètes de dinde. C'est très chaud, ça se mange sans faim. Dossier 137, un film de Dominique Moll qui fait son retour après la nuit du 12 et qui donc nous propose cette fois le personnage de Stéphanie Bertrand, qui est enquêtrice à l'IGPN, qui enquête sur une affaire d'un manifestant gilet jaune blessé par une flashball, essayant de faire la lumière sur cet incident et de déterminer qui pourrait être le responsable sur ce dossier 137 très spécifique, même si elle va travailler évidemment d'autres dossiers, mais on va pas se concentrer dessus, puisque là, on est vraiment sur un film d'enquête, de dossier, donc IGPN en interne, quasi constant dessus, avec quelques donc scénettes, on va dire, plutôt autour de la vie de ce personnage joué par Léa Drucker, qui peut paraître convaincant ou trop en retrait. On va en discuter ensemble. Film d'enquête, comme on l'a dit, donc en interne, qui fait un peu huis clos par moment. Est-ce que, on va dire clairement, ce film est assez aussi péchu que La Nuit du 12 dans son propos? Ouais, c'est un peu plus, c'est un peu moins cinéma de genre et un peu moins policier, même si je trouve que, comme ici, on y reviendra plus tard, je pense que Dominique Moll assume pas toujours complètement ses films dès le départ. En fait, je pense que le côté policier dans La Nuit du 12 n'était pas complètement assumé jusqu'au bout. Et là, je pense que le côté film dossier, film enquête, presque film administratif, on pourrait Oui, dire, c'est ça, bureaucratique. et pas complètement assumé. Voilà, je pense que d'ailleurs c'est une des limites du film, et que effectivement, alors après c'est ce qui fait aussi sans doute une part du succès hein, de Dominique Moll, c'est d'avoir effectivement ces films un petit peu de l'entre-deux, un petit peu plus fourre-tout aussi. De pas partir effectivement trop dans un cinéma de genre, mais d'osciller, ouais. d'ancrer aussi vachement son film et son cinéma dans un propos social, Dans une réalité. mais Tout à fait. mais effectivement moi je pense qu'on va en discuter, mais je pense que c'est une des limites du film, surtout sur Dossier 137. Alors pour le coup, Lenny, ce côté très ancré dans le réel, quelque chose qui t'a vraiment marqué pour le coup, et qui t'a guidé tout au long de ce visionnage, qui t'a encore marqué même aujourd'hui, j'ai l'impression. Bah oui, parce que tout bêtement, avoir des films policiers, on en a très régulièrement en France, mais avoir des films policiers qui vont s'intéresser à l'IGPN, c'est quand même plutôt rare, et le réalisateur a fait la démarche, mine de rien, d'aller demander, du coup d'aller suivre des enquêteurs de l'IGPN. C'était relativement courageux, j'ai presque envie de dire, de leur part, parce qu'à l'époque, il n'avait pas encore de scénario, donc il ne savait même pas si il allait dire du bien, ou pas de leur profession. Donc il y a une envie pour moi, je vais pas dire de cinéma vérité, parce que visiblement le réalisateur n'aime pas ce terme-là, de côté très proche d'une réalité tangible, physique. Cependant,
il s'y attache parce que justement pour moi ça va définir beaucoup de choses de son propos. C'est-à-dire que on a ce personnage-là qui est tiraillé et qui, on aurait presque l'impression, ne peut pas gagner. En dehors évidemment de résoudre cette enquête, on se retrouve avec quelqu'un qui n'est pas forcément appréciée par le grand public, parce qu'elle est vue comme une policière, et n'est pas forcément appréciée par ses collègues, parce qu'elle est vue comme une traître. Donc au final, on a une sensation de personne ne veut ni que soit comprendre ou essayer d'accepter son travail, ni forcément l'aider à essayer d'avoir la démarche qui est littéralement son putain de job. Donc c'est une situation qui peut paraître inextricable, surtout pour un personnage qui ne semble pas, ou en tout cas n'aimait pas forcément les plus grandes critiques ou le plus grand aspect politique en elle-même. On a presque juste l'impression qu'elle essaie juste de faire son travail. On rappelle quand même que c'est un film qui en effet va se baser énormément sur un fait social, donc comme on l'a dit tout à l'heure, donc les manifestations gilets jaunes, avec un propos quelquefois qu'on peut trouver assez péchu dans un sens comme d'un autre, parce qu'en effet il va essayer un peu de complaire un petit peu à tout le monde, mais il va prendre position dans sa mise en scène. Le propos reste quand même sous-jacent, et Joshua, je crois que c'était ça aussi que tu avais pas mal aimé, cette façon aussi de représenter cette réalité bureaucratique, administrative autour des policiers. Oui, c'est vrai que des fois tu parlais de quasi huis clos. C'est vrai qu'il y a beaucoup de scènes, enfin des longues scènes, des longues séquences. On va juste être dans le bureau de Léa Drucker et même de sa collègue qui nous est jamais trop présentée, qui est là, qui est un peu une scribe, qui note tout ce qui se passe. Et il y a ces scènes fascinantes de PV ou même de demande à l'hôpital pour avoir un témoignage de quelqu'un, où on va avoir en fait tout le courrier informatique, et je trouve ça assez fascinant, ce côté démarche. Et ça marche parce que notamment Léa Drucker, elle est vraiment exceptionnelle dans le film. Elle est vraiment parfaite, elle est jamais en surjeu, elle est jamais en sous-jeu. On voit juste quelqu'un qui fait son travail, et je trouve ce qui marche aussi parce que hormis Léa Drucker, tout le reste du casting, ce sont pas des acteurs vraiment connus. On va retrouver une actrice qui avait été révélée par le film Saint-Omer, qui fait une femme de chambre. Et c'est ce qui permet cette immersion, je trouve, de rendre tout le reste crédible, parce qu'il n'y a pas Léa Drucker et les autres. C'est vraiment un personnage immergé dans le milieu policier. Et comme je rejoins ce qu'a dit Lenny, c'est le côté IGPN où elle est un peu seule, qui est mal vue des gens, parce que les gens, dans la tension des gilets jaunes, se méfient de la police. Les policiers n'aiment pas l'IGPN, et pourtant je trouve que Dominique Moll, dans son écriture, réussit à en faire quelque chose de tangible et à non pas faire le cliché du chevalier blanc, du flic qui détient la vérité à lui tout seul. Justement, par rapport à ça, de ce choix de faire d'un personnage principal qui est aussi entre les deux pôles, c'est-à-dire que on va voir en effet une femme qui travaille à l'IGPN, qui va un peu défendre entre guillemets ses collègues. On le voit dans la première scène par exemple, où en effet on voit une violence policière évidente là, où elle peut pas nier les faits là-dessus, et même justement le substitut qui est au téléphone avec elle lui présente les faits tels que en effet là il est très mal barré. Elle va essayer quand même de le défendre, elle va montrer en effet que il y a des circonstances atténuantes, mais de faire ce personnage qui oscille entre les deux, de faire comme tu l'as dit, de pas faire un chevalier blanc parmi ces ripoux, on peut dire entre guillemets, parce que c'est un peu présenté comme ça, parce qu'à un moment elle utilise le terme de connard dans cette section. Plus des ripoux de personnes qui dépassent un peu leur pouvoir, qui font leur propre loi. Mais est-ce que c'est une bonne idée pour vous ? Est-ce que d'utiliser ce personnage ou autre, ça peut en fait nuire un peu au propos ? Moi, je pense que c'est un vrai parti pris intéressant en fait. Justement, l'avantage, c'est que Dominique Moll, il fait pas de Léa Drucker, du personnage de Léa Drucker, une espèce de chevalier blanc, comme tu l'as dit, mais surtout il en fait pas un flic anti-flic. C'est-à-dire que c'est pas une inspectrice, une policière qui, par détestation de ses collègues, par recherche d'une espèce de moralité absolue ou quoi que ce soit, dirait moi je me lance dans la chasse, sur la chasse aux sorcières, aux sorcières ou la chasse aux flics. Non, elle est là par le fait des mutations et par à un moment donné des opportunités de carrière, on va dire ça comme ça. Donc elle n'a pas non plus ce truc, effectivement, elle fait appliquer de façon presque factuelle, j'aurais envie de dire, et effectivement le film est assez froid là-dessus, c'est-à-dire que c'est un film, encore une fois, très logique dans son approche, dans sa mécanique. Elle fait appliquer la loi en fait.
Donc oui, je pense que là-dessus, c'est... alors, est-ce que c'est bien pour le récit? Ça, je sais pas exactement. Est-ce que ça le rend pas trop timide? Ça rend un personnage un peu froid, peut-être. Mais effectivement, je trouve que c'est très intéressant en tout cas, ça met effectivement une zone beaucoup plus grise sur le discours du film. Que véritablement si on avait eu le flic qui est du côté des gilets jaunes qui s'attaque aux mauvais flics qui les ont tabassés. Tout à fait. Et en plus, pour revenir sur un détail, c'est-à-dire que on sait même pourquoi est-ce qu'elle est arrivée à l'IGPN. C'est évoqué pendant une séquence avec son ex-conjoint, où basiquement, elle, avant, était, si je ne m'abuse, au stupéfiant, et quand ils ont eu un enfant, elle a préféré trouver un poste à l'IGPN, parce que du coup... Pour avoir des horaires fixes. Voilà, elle aurait des horaires fixes, donc c'était forcément beaucoup plus simple pour s'occuper d'un enfant. Et c'est tout bête, c'est une scène très très simple, qui juste, j'ai presque envie de dire, donne un peu de background au personnage, mais qui pour moi... Ça donne de la profondeur. Voilà, c'est-à-dire que on joue sur la profondeur, on l'ancre forcément dans une réalité tangible, le côté mère au foyer, forcément obligé. On a quelque chose pour moi qui est très pertinent parce que c'est une séquence et une scène qui est d'une banalité incroyable, mais pour moi justement qui révèle toute une situation parce qu'il y a également toute une discussion autour du regard de leur enfant littéralement sur leur propre métier. Et c'est tout ça qui marche assez bien. Cependant, c'est vrai que je rejoindrais un peu le côté de le réalisateur a parfois tellement envie de faire un film qui aimerait rassembler la situation, c'est-à-dire aimerait présenter le fait que il y a eu cette scission, mine de rien, entre le côté populaire et le côté policier, que parfois pour moi il se tire un peu une balle dans le pied, il essaye tellement d'être sur une corde un peu neutre, mais à tellement représenter la vérité de cette situation, pour moi factuellement il fait un choix volontaire ou non. Pas si neutre que ça. Oui, Je trouve que c'est vrai que le côté froid, et même s'il va jamais te présenter un gagnant, un perdant ou quelqu'un qui a raison, il y a cette réplique qui vient dans cette scène dont tu parles, quand elle parle à son ex-mari avec son enfant qui fait du judo, où on apprend qu'elle était au Non, stup, c'est pas du judo. où ils font des katas. Je tiens à rappeler les faits, monsieur. Ce n'est pas du judo. Ok, Ben Bagarre, c'était quel art martial? Je pense, honnêtement, Karaté. c'était du karaté. Ok, là Voilà. c'était du karaté. Et il y a cette Rappelez les faits, s'il vous plaît, monsieur. Il y a une réplique qui est assez incroyable parce que notamment, en fait, l'enquête, les bavures sur lesquelles elle va enquêter, ça va être des gens de la BRI. Et vu que la crise des gilets jaunes, c'est 2018-2019, il y a cette scène de « mais tu peux pas incriminer des gens de la BRI, ce sont les héros des attentats de 2015 ». Et Léa Drucker a fait « mais ça, c'était il y a longtemps, c'est un autre monde, la situation a Oui, changé ». Tu changes ta cassette, quoi. C'est ça. C'est un Ouais. peu ce qu'elle dit, je crois. Un truc comme ça. Elle a dit, mais ça, c'était il y a longtemps, les gens ont changé, et vous aussi, et je trouve que ce passation si proche, si loin, et je trouve qu'on est encore dans cette situation, avec notre Ah bah oui. rapport civil, force de l'ordre, qui est assez fascinant, juste en cette réplique, je la trouve qui est très forte. Qui réinterroge par rapport à ça. Il faut appuyer aussi que quand même il y a beaucoup de mise en scène. Bon, évidemment, je sais que vous vouliez intervenir, mais on va raccrocher les wagons, je vous rassure. Il y a beaucoup de mise en scène quand même. On l'a pas appuyé énormément. Là, on a plus parlé du côté bureaucratique en effet. Mais il y a des moments comme des moments de manif où là, ça va être énormément de mise en scène avec un montage qui est assez appuyé aussi, pareil sur la perception de manifestants. Donc, on va vivre un petit peu ces événements, de voir comment on est passé donc de manifestants qui étaient enjoués, qui étaient plutôt innocents, inoffensifs, à en effet une montée de violence qui on comprend pas vraiment ce que essaye de dire totalement la mise en scène, mais on comprend surtout qu'ils subissent. Ça, c'est sûr. Et aussi, on a un moment de filature, avec la foule. Pareil, Léa Drucker qui est à contre-courant pour essayer de poursuivre, donc, comme on l'a dit, la femme de chambre. Ces moments de mise en scène, est-ce que ça n'appuie pas le propos pour vous, ou est-ce que, au contraire, ça loupe le coche? Je trouve que non, en fait. Moi, le problème, c'est que le film, pour moi, a pas de point de vue. Globalement, on peut dire que est-ce que le film choisit un camp, choisit pas l'autre? Est-ce qu'il est plutôt... J'ai entendu les deux d'ailleurs, qu'il était pro-flic et qu'il était à cab. Je pense que c'est pas le sujet. Par contre, je trouve que ce qui est dommage dans le film, c'est que sa mise en scène ne vient interroger rien du tout en fait. Et notamment l'utilisation de tout ce qu'on pourrait appeler nouvelles images, mais voilà, les images issues de téléphone, de vidéosurveillance, etc. Je trouve que globalement ça ne fait avancer que le récit.
mais à aucun moment, effectivement, il y a la pertinence de ces images, alors que, effectivement, ce mouvement-là, le mouvement des Gilets jaunes, notamment ces manifestations parisiennes, elles ont été surfilmées, surexploitées, et en fait, dans les faits, je trouve que il fait pas grand-chose de ça, et il fait pas grand-chose de la pertinence de ces images-là, en fait. Mais C'est juste pour chasser pour retrouver les flics en gros. Et justement, dans ce contexte aussi qu'on a aujourd'hui, par rapport aussi à montée de discours assez pro-flic, ou alors justement de réinterroger s'il y a des violences policières. Encore aujourd'hui, c'est débattu sur pas mal de chaînes d'infos où certains viennent dire non ouvertement, alors que voilà, il y a des faits avérés, du moins dans les images. Et là, ce film essaye quand même de le présenter avec cette présentation quand même de répétition d'images. On a par exemple un moment dans le film, on revoit plusieurs fois, voire de très très nombreuses fois, quelqu'un de la BRI quand même qui frappe, qui attaque. Est-ce que c'est pas aussi vouloir montrer l'évidence par rapport au contexte aujourd'hui ? Enfin oui, sans doute, mais en fait je trouve que le film il a du mal à dépasser ça. C'est-à-dire qu'il a du mal à dépasser le simple fait. Entre guillemets, voilà, le fait divers, l'anecdote, ce truc-là. Oui, effectivement, à un moment donné, c'est une évidence. C'est-à-dire que oui, il y a eu une répression gigantesque, etc. Oui, il y a sans doute eu des dérapages. Oui, il y a sans doute eu aussi du côté des manifestants, etc. De la violence. En fait... à un moment donné, au début du film, on pense que ça va aller vers ça. C'est-à-dire que cette idée que les flics sont sous tension, Oui. Le problème viendrait en fait d'en haut, de leur, disons-le, de leur ordre, de leur hiérarchie, qui leur imposerait une espèce de violence et de Dernier rempart. Ouais, de côté dernier rempart, ça c'est, il faut protéger la République, c'est un terme qui je crois est utilisé dans le film. Ce côté, effectivement, faut presque faire peur en fait. Ouais. Et en fait, je trouve que c'est comme beaucoup de choses dans le film, c'est des choses que Dominique Moll met un peu sur la table et puis en fait il en fait pas grand chose. Eleni, justement par rapport à ça. Pour moi, l'utilisation justement des images déjà de base, c'est quelque chose qui est très très compliqué parce que, comme vous l'avez dit, ça a été filmé, ça a été surfilmé, ça a été diffusé encore et encore. Et factuellement, même si c'est assez récent, c'est des images d'archives. Des images d'archives dans un film fictionnel, c'est toujours extrêmement compliqué à gérer. Le film essaye d'alterner, mine de rien, avec, si je ne m'abuse, des images d'archives réelles et avec des recréations du coup fictionnelles pour tourner autour des personnages là-dessus qu'on va suivre. Mais du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément cette réinterrogation, il n'y a pas forcément la chose qui est plus poussée, parce que c'est vrai que pour moi, en fait, le film va pas s'y intéresser, c'est un outil pour... Ce qui cherche véritablement pour moi à mettre en évidence, c'est le côté situationnel du... là, on est dans une situation auquel ça va être compliqué d'en sortir tellement tout est bloqué. Tellement tout le monde est juste en opposition constante et tant qu'il n'y a pas quelque chose qui va bouger d'une certaine façon, on va pas réussir à ne serait-ce qu'avoir une discussion possible et envisageable. Et du coup, c'est quelque chose, mine de rien, pour moi, qui fonctionne, parce que ces rapports de mise en scène, comme tu l'as dit, on a une filature qui va prendre, mine de rien, pas mal de temps avec la femme de chambre, mais on a presque, j'ai envie de dire, une forme de filature un peu inversée dans un supermarché, où Léa Drucker, à la fois, file des gens, mais en même temps, on n'a pas envie de les voir, du coup, ça crée une forme de situation De un voyeurisme. peu... Oui, voilà, de voyeurisme, mais qui voudrait presque pas dire son nom, dans le sens où, dès qu'elle se fait repérer, elle est mal à l'aise et on se demande même presque pourquoi est-ce qu'elle a fait ça. Oui, pour qu'elle souhaite fuir la situation. Oui, Joshua. Même cette séquence est même super intéressante parce que ce sont des gilets jaunes et le rapport de force est même inversé. Alors, ce sont des gilets jaunes qui ont été pour un jour. Voilà. Exactement. C'est précisé dans le film. Oui. Et cette scène est super intéressante parce que ça montre un rapport de force qui aurait pu s'inverser. Parce que c'est eux qui vont demander des papiers d'identité à Léa Drucker, à une fouille. Et ça, j'avais trouvé ça assez intelligent. Oui. Et aussi sur le travail par rapport à la méfiance aussi des services publics. Exactement. Et je trouve aussi, on parlait de création de fausses images et autres, je trouve que le travail est vraiment super de fausses images pour créer un petit attachement, on va dire, à ces personnes-là. Du moins pour le spectateur, de vraiment voir aussi une violence qui permet de s'impliquer aussi dans l'histoire. Qui est encore là pour faire disparaître un peu une frontière entre la fiction et la réalité. Et le travail est vraiment super bien fait.
En fait, ça paraît bête quand on le voit à l'écran, mais ça doit être une complexité à faire où tout en Paris, les rues sont les mêmes. On fait plus trop le distinguo entre les images d'archives, on va dire, de BFM et ce qu'il a vraiment tourné, ce qu'il arrive à réintégrer dans le film. Et ça, je trouve que c'est un travail très fort ce que Dominique Moll et ses équipes ont réussi à faire. Au point même où l'héroïne va utiliser les images. C'est quelque chose qui arrive dès le début où, pendant... c'est pas un interrogatoire, j'ai pas peut-être le meilleur terme, mais elle va littéralement montrer des images à expliquez-moi. Et elle va les contrôler et elle va les utiliser pour moi véritablement comme un moyen de pression. Et de voir aussi que, suivant les images, certains vont pour nous trouver des évidences, d'autres vont y montrer un point de vue qu'on peut paraître comme un mensonge, mais qui en fait est de la manipulation potentielle ou même d'un certain point de vue. Voilà. C'est, on va dire, l'évidence face à l'individualité, quoi. Et c'est là que, mine de rien, pour moi, le film est souvent très intelligent parce que du coup, même le personnage principal va avoir ce jeu de contrôle de l'image, va vous présenter peut-être certains éléments, pas forcément tous les points de vue, ou ce genre de choses, et c'est là où presque on y voit à la fois la maestria du personnage, qui est toujours très très bien interprétée, mais presque un peu comme si elle-même devenait réalisatrice. Tout à fait. Donc un film dossier 137 de Dominique Moll qu'on vous évidemment conseille fortement, qui peut paraître en effet un petit peu tiède puisqu'il reste figé un petit peu trop sur ses faits, mais qui dans l'ensemble peut paraître essentiel pour certains. L'entretien sera intégralement pas filmé. Et on finit par l'analyse, le prix du danger, puisque on a notre running man français, le prix du danger d'Yves Boisset, donc un film qui était donc de 1983 tout de même, donc même avant le film avec Schwarzenegger, c'est dire. D'ailleurs, on va raconter une petite anecdote là-dessus, puisqu'il y a un lien. Donc un film pareil dans un futur proche, donc avec la nouvelle émission de la CTV par le présentateur qui est joué par Michel Piccoli, une émission dans laquelle des participants vont risquer leur vie, que ce soit pour se qualifier ou pour survivre à la traque qui les attend, une traque qui va plutôt être à la fin du film, puisque là on va vraiment voir tous les coulisses de cette émission. On va avoir un grand panel de personnages, avoir chaque interprétation un petit peu de cet événement, des médias, de la foule, du présentateur et donc du participant, qui est joué par Gérard Lanvin. Alors Yves Boisset, quand même, faut le présenter. Alors déjà, il est décédé cette année, donc c'est un moyen aussi de lui rendre hommage dans un sens, Seb. Ouais, c'est un grand réalisateur, en tout cas un réalisateur important notamment des années 70, début des années 80 en France. Qui a commencé dans les années 60, qui a, on va dire, été victime un petit peu des changements dans le cinéma dans les années 80 et qui a ensuite surtout fait de la télévision à partir des années 90. Des gros films, des films comme Le Pantalon, etc., qui avaient très très bien marché à la télé à l'époque. Mais c'est un cinéaste qui est très important et c'est aussi un cinéaste assez revendicatif, qui a jamais eu peur d'aller traiter des sujets qui dérangent aujourd'hui encore, des films comme Dupont-la-Joie, des films comme le juge Fayard dit le shérif, des films comme RAS. C'est-à-dire que c'était effectivement des films autour de crimes racistes, de la répression de la police, des affaires autour de l'Algérie ou de la France-Afrique. Donc c'est un cinéaste qui a eu beaucoup d'ailleurs maille avec... Alors c'est toujours très compliqué de savoir, parce que voilà, Yves Boisset, il a fait une autobiographie il y a quelques années, on sait que c'est quelqu'un qui aimait bien se mettre en scène aussi, et sans doute un petit peu enjoliver la réalité, mais effectivement il a eu, semble-t-il, quand même beaucoup de problèmes avec la censure et avec des pressions diverses et variées. Surtout dans les années 70. Surtout dans les années 70, autour effectivement de la création de ces films. Donc voilà, c'est un cinéaste vraiment, et le prix du danger, c'est peut-être un de ses derniers très bons films. C'est sa seule, sauf erreur de ma part, c'est sa seule entrée dans un monde un peu plus science-fictionnel, on va dire, même si c'est ça. La question, on peut toujours se demander si c'est vraiment de la science-fiction, le prix du danger, mais voilà, sur ce cinéma un peu plus de l'imaginaire. Mais voilà, mais c'est vrai que si vous avez l'occasion, allez voir RAS, allez voir Dupont-la-Joie, allez voir le juge Fayard dit le shérif, c'est vraiment
très très bon film, et c'est vrai que ça fait partie d'un cinéma que ma génération connaît finalement plutôt bien, parce que c'est en fait des films qui passaient beaucoup à la télé durant les années 90, début des années 2000, qui ont un petit peu disparu, passaient beaucoup à la télé aussi parce que s'il y avait beaucoup de comédiens très connus dans ces films-là, mais c'est vrai que c'était effectivement un cinéma très populaire qui allait vers le polar, vers la science-fiction, vers le thriller, et qui a effectivement un petit peu disparu. Il y a beaucoup de ces cinéastes, des gens comme Alain Gessua, etc., qui ont un petit peu disparu avec les années 80. Donc c'est aussi effectivement l'occasion de reparler d'Yves Boisset. Et ça peut être une porte d'entrée du coup, donc le prix du danger, Joshua, puisque donc en plus comme on l'a dit, un casting très intéressant, on a Gérard Lanvin et Michel Piccoli quand même, un duo d'acteurs assez fort et qui est d'ailleurs évidemment jubilatoire dans ce film puisqu'ils sont vraiment dans une maestria, surtout Piccoli comme on va le dire à mon avis avec Seb tout à l'heure, mais Lanvin était pas si mal. Eh ben, Lanvin, c'est même surprenant. Enfin, je pense que on tient là peut-être son meilleur rôle. Il y a Piccoli qui est vraiment très fantasque, et il y a Lanvin qui est vraiment à fond, mais qui ancre presque le récit dans le réel, avec son personnage où vraiment c'est quelqu'un qui subit, c'est quelqu'un un peu naïf, parce que quand il s'enregistre à cette émission, il croit qu'il est là, c'est Esprit Kaizen. Voilà, si on doit le définir, c'est dans le comparatif est fait. En fait, c'est ça. Inoxtag donc s'inspire de Gérard Lanvin dans Le Prix du danger, c'est ça que tu essayes de dire? Mais je trouve que c'est ça qui est assez fascinant sur son personnage. Mais c'est sûr. Mais moi, je pense qu'il a dû regarder Le Prix du danger, Inoxtag, pour gravir les phrases. C'est dire, alors que vraiment Le Prix du danger, ça doit être culte. Non, et je trouve que ça en dit long déjà sur son personnage, qui est plutôt quelqu'un de la classe moyenne, et qui fait ça plus pour évidemment pour l'appât du gain, mais pour se sentir aussi plus fort que le jeu, et où il se dit il est en mode spectateur, mais ça je le fais. Un peu prouveur. Mais c'est vrai que le film il date de 83, on peut se dire tiens, un film français qui fait ça, on peut avoir peur. Ça raconte aussi donc une classe comme tu as dit donc moyenne, un personnage qui est au chômage, c'est dit dans le film, donc tous les participants sont au chômage d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas que lui au début, il y en a plusieurs, il y en a comme d'autres. Si c'était une masse facilement remplaçable. Voilà, et d'hommes, voilà, plus ou moins, donc voilà, assez sportif on va dire, ou du moins assez appréciable, et qui va donc permettre aussi ce jugement aussi des médias, un peu facile aussi sur cette classe moyenne ou populaire. Lenny, puisque il y a un côté un peu français dans cette façon de faire aussi, surtout à l'époque. Oui, et puis déjà, comme vous l'avez cité, c'est-à-dire que rien que le fait de ne choisir pour les candidats que des chômeurs, le côté vraiment bien mis en avant, le côté rapport de force, parce que même Lanvin va littéralement rencontrer des bons gros bourgeois qui vont lui dire non mais attendez, il fait ça pour l'argent, il a juste rien envie de foutre ou quoi que ce soit. Donc il y a déjà pour moi cette situation, mais même au sens global, dans le sens procès public quoi. Oui, voilà, qui est presque l'injonction à faut que tu gagnes de l'argent, mais si tu le fais de cette façon-là, c'est sale, c'est malsain, faut pas quoi que ce soit. Et pour moi, ça retrouve même dans l'ensemble dans la façon de présenter l'émission. C'est-à-dire qu'on est très loin, évidemment, alors du Running Man actuel, j'en parle pas, mais on est très loin d'une version qui se voudrait très énervée, très haut en couleur quoi que ce soit. Non, au contraire, on va plutôt être dans une situation qui est un peu étrange, parce qu'on est sur quelque chose qui littéralement est là pour tuer des individus. La société, mine de rien, joue avec une espèce de, j'ai envie de dire, de flou juridique, où c'est plus ou moins une espèce de suicide assisté, quoi que ce soit. Qui est d'ailleurs un peu exploité dans le film, puisqu'il y a ce discours autour de certains militants qui essayent de contrecarrer un petit peu les plans de ces financiers par rapport à cette émission. Exactement, et donc déjà de base, on a le côté, mine de rien, opposition. Je veux dire, dès les premières minutes, on nous présente le fait que l'émission, et je crois que c'est la troisième qui vient d'être diffusée, ils vont en faire la quatrième, donc c'est vraiment quelque chose de très récent. On a quand même des manifestants et des gens qui y sont opposés, donc on n'a pas quelque chose qui est très blanc ou qui est très encore ancré dans la situation. Et même tout a un rapport, mine de rien, pour moi, à l'émission en elle-même, où la chose se veut presque un peu triste. On est un peu... ça nous embête, mine de rien, là-dessus, que telle personne est perdue. Même les tueurs, mine de rien, que l'émission va littéralement engager, sont vus comme un peu des salauds, mine de rien. Alors, on va les utiliser, on va leur permettre de faire ce genre de choses. Donc, pour moi, c'est une opposition qui est
qui est mine de rien très marqué et qui donne une véritable identité assez unique et assez propre à ce film-là. C'est ça, tu mets le point sur quelque chose qui est important dans le prix du danger par rapport à Running Man qu'on a pu avoir donc récemment ou celui de Schwarzenegger, même s'il y a un petit peu de ça aussi, c'est qu'on va vraiment montrer les coulisses, les médias et de montrer aussi cette image, cette médiatisation. Donc par exemple, on a des pubs à outrance, c'est montré en permanence dans le film. Donc Piccoli dit acheter telle voiture, acheter telle assurance, acheter Tel cacao. Et donc on est sur une déshumanisation à outrance, puisqu'on va aussi avoir des chorés. Plusieurs fois, on va avoir des poses de chorés qui sont bien montrées et puis limite qui nous dégoûtent parce qu'ils cassent le rythme. Il montre bien dans le film Yves Boisset, dans cette façon de faire, que en réalité, voilà, on n'est que des corps qui sont utilisés par les médias pour essayer de complaire à une sorte de foule en face qui surréagit, en effet. Et ça donne une vraie identité à ce film. Ouais, ça donne une identité parce qu'en fait, Yves Boisset, il joue pas il nous fait pas le coup de la double image, on va dire. C'est-à-dire d'un côté, effectivement, un film qui rentrerait en pause en nous faisant croire qu'on regarde de la télé avec des fausses pubs, avec des faux entractes. Non, les passages effectivement de présentation de Michel Piccoli avec les danseurs, les danseuses, etc. Elles sont vraiment inclus dans le film. Donc effectivement, ça donne l'impression de ce spectacle effectivement qui devient une espèce on pourrait dire de spectacle un peu total et moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans le film et ce que je trouve très intéressant c'est que par rapport là aussi à Running Man, c'est qu'il joue pas du tout la carte d'une forme de misérabilisme, c'est-à-dire que en gros Gérard Lanvin il fait ce jeu parce que il veut de la thune. Voilà, pas parce que sa fille est malade, sa grand-mère s'est cassé la hanche. Il n'y a pas beaucoup de profondeur là-dessus. Il est assez basique et il n'y a pas non plus on pourrait dire de grands complots derrière, même si le fait que le jeu est truqué, c'est un gros argument du dernier tiers du film. Mais en fait, c'est pas un jeu de manipulation des masses. C'est-à-dire que là, cette chaîne de télé, la CTV, elle est là pour faire du fric, envoyer des gens au casse-pipe. Et donc, il y a quelque chose comme ça de très frontal et de très brutal, y compris d'ailleurs la bande de tueurs avec, comble de l'intégration. On a choisi cette année, sur cette émission, d'inclure une femme. En fait, pourquoi est-ce qu'ils viennent ? Parce que en fait, ça les fait kiffer de pouvoir, en toute impunité, essayer de tuer quelqu'un. Ouais, c'est ça. Et c'est d'ailleurs des gens qui sont pas forcément comme présentés par exemple dans Running Man d'Edgar Wright comme des spécialistes. Là, ça a l'air plutôt des gens lambda, tel que c'est présenté, mais sur un rapport de classe. Voilà, c'est vraiment montrer un rapport de force de certaines classes, parce que là, on voit que c'est plutôt les tueurs entre guillemets, c'est la moyenne, c'est la classe moyenne, mais un peu haute. Hein. Voilà, on est vraiment dans cette façon qu'on peut considérer comme la foule. Bah, c'est aussi en fait de la classe moyenne. C'est vraiment on peut voir presque les bourgeois qui manipulent les masses pour qu'elles s'entretuent elles-mêmes. Parce que, en fait, mais on n'est pas sur des très populaires, quoi. Oui, parce qu'en fait, on va dire la différence, c'est que les tueurs, on va les appeler comme ça, eux ont un métier stable, mais ils vont être par exemple. Ils vont être glorifiés là-dessus d'ailleurs. Ils vont être bouchés, et puis ils ont cette réplique cinglante qui est en mode bah c'est juste, je le fais parce que j'ai toujours eu envie de tuer quelqu'un, et là, je vais pas aller en prison si j'y arrive. Et ce film s'ouvre on ouvre sur la 3e émission. Et évidemment, sur la 3e émission, la personne perd proche de la ligne d'arrivée. Et c'est de violence. Oui, avec l'introduction, oui. L'introduction, où vraiment, je trouve que ce qui est bien avec ce film, c'est qu'il n'est pas complaisant avec la violence, qui aurait pu être le piège qui arrive des fois un peu dans des films comme ça. Et c'est le pauvre mec se fait poursuivre, on lui tire dessus, et au lieu de le finir à l'arme à feu, il est dans de l'eau, ils prennent une barque et ils le finissent à la rame. Ouais. Et avec après, des chaînes. Avec des chaînes. Et après, il y a l'intro incroyable de Piccoli. Oui. Qui est en mode c'est dommage, si proche du but. Mais avec venez, il y a sa femme, vous avez gagné 10 000 euros, enfin 10 000 $, c'est dit plutôt 10 000 $. Du million. Il dit presque ça du million. Oui, il y a une cruauté quand même exploitée par Yves Boisset dans le film. Il est magnifique, Piccoli, dans ce rôle. Moi, je trouve il a effectivement tous les tics de présentateur, cette espèce de
galerie, de façon de dégouliner comme ça, de gentillesse qu'on sait en plus, on le sait dès le départ que C'est hypocrite. voilà, que c'est hypocrite, que c'est que du spectacle en fait, que c'est que du show business. Donc effectivement, il a ce truc là et ouais, moi je le trouve vraiment super. C'est jubilatoire. Hein, Ah ouais, son- il est, son Avec, jeu. avec son costard blanc, Blanc, ouais, tout à fait. tout Bah, immaculé, un petit ange. la scène qui est marquante avec ça, c'est que c'est la scène des hélicos, des avions, où il en fait des caisses. Il y a que lui qui porte la scène, etc. Parce qu'on voit pas grand chose. C'est Pendant pas si tu bien parles filmé. de la scène Oui, bah, voilà, de l'exercice qualification, de qualification, pour savoir qui va être le candidat de la Tout à 4e fait. émission. où Michel Piccoli présente et dit tout ce qui se passe, etc. Mais avec Sponsor. Ouais. vraiment une énergie totale. On a l'impression que c'est un one-man show là pendant 5 Ah ouais, minutes non, et ça, ouais. il est incroyable là-dessus. Et en plus, alors il y a plusieurs anecdotes quand même à présenter sur ce film. Déjà par rapport à Gérard Lanvin, on l'avait précisé, donc à la base ça devait être Patrick Devers qui devait prendre ce rôle et ça pouvait être le dernier rôle d'ailleurs de Patrick Devers parce que en fait il a décidé un peu, bon on sait pas si c'est au dernier moment mais on se doute que c'était pas longtemps avant le tournage. Il a décidé plutôt de faire un film avec Claude Lelouch et Merde. pendant donc ils ont évidemment bifurqué plutôt sur Gérard Lanvin qui n'était pas non plus inconnu au bataillon, même si en 84 il y a Marche à l'ombre qui le starifie. Oui Sab. Mais il a fait le film avec Claude Lelouch. Bah en fait il s'est suicidé. D'accord, ouais, c'est donc, ça. tant mieux. Donc je pense que c'est Plaisant. Marcel. Il devait jouer Marcel Cerdan. C'est ça, exactement. Donc il devait jouer Marcel Cerdan. Finalement, c'est pas lui qui le joue, c'est un vrai boxeur dont le nom m'échappe. Mais Tout à fait. voilà. C'est ça exactement. Ils se suicident, ils apprennent ça donc pendant le tournage et ça aurait pu être justement pendant bon, évidemment les et si, mais bon voilà, ils ont pris Gérard Lanvin qui n'était pas non plus complètement inconnu au bataillon, qui avait déjà joué aussi avec Michel Piccoli dans un polar en 81, donc pareil, qui connaissait aussi un petit peu le casting. Et pareil, il y a une anecdote autour du procès puisque donc Yves Boisset a porté plainte, l'équipe du moins de Le Prix du Danger avec Yves Boisset pour le film de Running Man, donc sorti en 87. Bah oui, parce que mine de rien, je veux dire, on l'a présenté depuis le début. Le côté dire que c'est un running man français, quoi que ce soit, ça évoque forcément, on peut faire des ponts. Sauf que le Prix du Danger à la base c'était un bouquin qui était sorti, si je ne m'abuse, en 53. C'est ça exactement. C'est vraiment une petite nouvelle. Voilà, exactement. King, lui, avait sorti son Running Man en 82. Donc après la sortie du film, Sous le nom de Richard Bachman. voilà, il était encore inconnu un peu à l'époque, mais à la sortie du film avec Schwarzenegger, justement, on va dire que c'est pas forcément passé. Un truc quand même assez ironique, c'est que mine de rien, cette adaptation, Le Prix du Danger, si je ne m'abuse, c'était la deuxième qu'il y a eu. Parce qu'il y en avait déjà eu une en 70, mais en Allemagne. Plus ou moins officiel, voilà. Plus ou moins officiel. Je sais pas exactement ce que ça peut valoir, mais c'est quand même assez drôle de se dire que c'est ce genre d'histoire, c'est quelque chose qui traverse véritablement tout le côté la télévision, le côté précurseur et le côté mine de rien, ça marche. Ouais, Oui, et surtout ce que Yves Boisset reprochait globalement au film avec Schwarzenegger, c'est en fait que le film s'était éloigné quand même du récit initial de Stephen King et il trouvait que les ajouts qui avaient été faits par rapport au film de Stephen King, c'était les ajouts qui venaient du Prix du Danger. Donc c'était pour ça, et d'ailleurs il a gagné. Voilà. Oui. Et Pour la anecdote très rigolote, Oui, il a mis du temps à avoir l'argent, Yves Boisset, du procès gagné, ok. parce que la lettre de retour aux États-Unis, l'avion a explosé, Ah oui, mais le courrier est resté intact. d'accord. Ça Donc va il y, jusqu'au a eu bout. il y a eu un gros délai. Incroyable quand même. C'est une énorme anecdote. Bon bah voilà, une fameuse anecdote du cinéma. Et mais français. revoyez-le, c'est un film qui a super bien vieilli. Moi, c'est la Totalement. deuxième fois que je le revoyais, je l'ai encore plus apprécié. Et il y a un côté ancré dans le réel, même dans les scènes d'action où Gérard Lanvin, il fait que courir, il est que en sueur, tout est froid. Revoyez-le, c'est vraiment un super film. Donc là, on est peut-être un petit peu plus dans le côté cruel du propos, assez Avec une péchu. fin noire, d'une noirceur Voilà, terrible. là pour le coup, on n'est pas du tout sur de l'happy ending, on est plus cohérent peut-être même avec le propos du film, ou du moins de ce qui se passe par rapport à la médiatisation autour de ces corps, de ces personnages, de cette classe. Donc le Prix du Danger à découvrir et à redécouvrir, évidemment, si vous l'avez déjà vu peut-être petit comme moi, et que vous souhaitez revoir ces images traumatisantes. Pauvre type, espèce de con, t'es vraiment rien qu'une merde. Merci beaucoup pour votre écoute sur cette émission On n'est pas filmé. Merci beaucoup Lenny. Bah écoute, je t'en prie, un plaisir, un peu en sueur mine de rien, parce que j'ai aimé des films. Ah waouh. Waouh. Et c'est vrai qu'il faut le préciser, c'est un peu une exception. Je crois qu'on a quasi tous à peu près aimé les films, ou du moins on n'a pas détesté. C'est vrai que pour une fois c'est
assez notable tout de même. Merci beaucoup Seb aussi pour cette émission. Merci à vous tous, merci à vous toutes. C'était très sympa, comme d'habitude. Et on met les petits hashtags évidemment pouce pour bleu. les camarades. Hashtag Powell. Voilà, on fait les boomers. Merci beaucoup Joshua aussi. Merci encore pour l'invitation. Merci Marion à la régie. Hashtag de rien. Waouh, et c'est parfait, comme ça on va jusqu'au bout du côté boomer. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous souhaitez nous suivre, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur TikTok et évidemment nous sommes sur YouTube. Si vous souhaitez voir un petit peu les films que l'on présente, on vous montre quelques images. Évidemment, nous sommes aussi sur lastationb.fr si vous nous écoutez sur les réseaux. Nous sommes donc à 17h tous les mercredis ou alors en réécoute en podcast. Nous sommes aussi sur Spotify en podcast, faut pas hésiter. Peut-être que même avec la nouvelle section vidéo, on va mettre les vidéos sur Spotify. On verra bien. En tous les cas, vous pouvez nous suivre pour voir la suite dont n'est pas filmé. Cet entretien sera intégralement pas filmé. Mais où est-ce qu'il est, ce con de Perchman? C'est pas feu, ça se mange ça. Moteur! Oh putain, moteur!